En Julia Child présente les sœurs Poulet. Mademoiselle Poulet de chair, Mademoiselle Poulet à frire, Mademoiselle Poulet à rôtir. En 1958, Julia Child a envoyé une lettre à sa sœur contenant des conseils conjugaux si controversés qu'ils sont restés cachés pendant des décennies. Elle appelait cela son secret d'un mariage heureux. Le conseil était si audacieux que lorsqu'elle l'a chuchoté à un célèbre chef dans les années 1970, il est resté sans voix. Ces lettres privées à Paul révèlent une femme qui ne ressemblait en rien à son personnage poli à la télévision. Elle écrivait sur la passion, la tentation et des désirs qui choquaient même ses amis les plus proches. La vraie Julia Child était sauvage, sans filtre et totalement impudique. Julia Child est née le 15 août 1912 à Pasadena, en Californie. Sa famille était riche et vivait dans une grande et belle maison de style artisanal. Son père, John McWills Jr., avait fait ses études à Princeton et gérait de vastes étendues de terre. Sa mère, Carol Weston, était issue d'une famille puissante du Massachusetts et avait hérité d'une fortune de son père, qui avait été lieutenant-gouverneur. Julia était l'aînée de 3 enfants. Son jeune frère s'appelait John et sa sœur Dorothy. Ils ont tous grandi dans le confort, voyageaient souvent et fréquentaient des écoles privées. Julia a commencé à Polytechnique en 4e année et est ensuite allée à Westridge. Mais malgré tout ce luxe, elle n'a jamais appris à cuisiner parce que la famille avait des domestiques qui faisaient tout. Au lieu de cela, elle rêvait d'écrire des romans. Elle est diplômée du Smith College en 1934. Pleine d'imagination, mais incertaine de la direction que prendrait sa vie. Même enfant, Julia se sentait différente. À l'adolescence, elle mesurait déjà 1,88 m. La plupart des filles de son âge étaient beaucoup plus petites. Elle se faisait donc remarquer dans toutes les pièces. Elle était harcelée et on lui donnait des noms comme géante et monstre. Quand elle est allée à la Catherine Branson School, cela l'a rendue maladroite et complexée, mais cela lui a aussi donné un avantage particulier dans le sport. Elle est devenue très douée au tennis, au basketball et au golf. Pourtant, la douleur de ses premières années ne disparaissait pas facilement. Quand elle était au Smith College, elle utilisait l'humour et le sport pour faire face. Elle aimait aussi faire des farces. Une fois, elle a caché un réveil à l'intérieur d'un orgue pendant une assemblée scolaire et il a sonné bruyamment devant 500 élèves. Ces bêtises faisaient rire les gens, mais au fond d'elle, elle portait toujours la blessure des moqueries. Ces expériences lui ont plus tard donné une personnalité audacieuse, surtout lorsqu'elle a commencé à apparaître à la télévision. Les opinions de Julia ne correspondaient pas à celles de sa famille. Ils étaient des conservateurs stricts qui soutenaient le Parti républicain, tandis qu'elle a commencé à remettre en question le monde qui l'entourait dès son plus jeune âge. Quand elle avait seulement 10 ans, en 1922, elle a demandé à son père pourquoi le personnel noir de leur maison était traité injustement. Il n'a pas aimé cette question et cela a conduit à des disputes. Julia n'a jamais oublié ce moment. En vieillissant, elle est devenue encore plus directe. Dans les années 1950, alors que des gens étaient accusés d'être communistes sans preuve, Julia a fermement défendu la liberté d'expression et les droits civiques. En 1990, elle a critiqué les dirigeants républicains qui se disaient pro-vie tout en ignorant les besoins des vrais enfants qui manquaient de soins de santé. Même en 1985, elle a mis en garde les gens contre la pollution, disant que la Terre pourrait finir comme Vénus, une planète brûlante, si les choses ne changeaient pas. Ses opinions la faisaient ressortir dans une famille qui n'accueillait pas le changement. La nourriture que Julia a mangée en grandissant était fade et sans goût. Les femmes de ménage cuisaient les légumes jusqu'à ce qu'ils soient pâteux et servaient de la viande sèche sans saveur. Elle plaisantait souvent sur les carottes et les petits pois bouillis qu'elle devait manger enfant, les qualifiant d'horreur terne et pâteuse dans ses mémoires des années plus tard. Elle n'a jamais appris à cuisiner à la maison et personne ne s'attendait à ce qu'elle le fasse. Mais, au fond d'elle, quelque chose se construisait. Un jour, en 1925, elle a eu le haut le cœur en mangeant des haricots verts détrempés
et n'a pas oublié ce moment. Plus tard, lorsqu'elle a découvert la cuisine française en 1948, elle a eu l'impression qu'une porte s'était ouverte. Elle n'arrivait pas à croire à quel point les repas pouvaient être riches et savoureux. Ce moment a changé sa vie. Elle a qualifié la soupe en poudre d'immorale dans une interview des années 1970 et détestait les aliments diététiques. Elle ne se souciait pas des tendances en matière de santé. Elle voulait du vrai beurre, du vrai goût et des repas qui donnaient aux gens l'impression d'être vivants. Lorsque son livre de cuisine, Mastering the Art of French Cooking, est sorti en 1961, c'était sa façon de se rebeller contre tout ce qui était ennuyeux dans son enfance. Même quand elle était jeune, Julia était pleine d'énergie et d'idées audacieuses. À l'âge de 10 ans, en 1922, elle et ses frères et ses sœurs grimpaient aux arbres et jetaient des ballons d'eau sur les passants. Une fois, elle a trempé 15 personnes en un seul après-midi. Sa famille n'était pas toujours amusée, surtout qu'elle était connue pour être convenable et sérieuse. Mais Julia adorait bousculer les choses. Au Smith College, au début des années 1930, elle a une fois aidé à voler tous les meubles d'un dortoir rival juste pour faire valoir un point. Elle a rejoint le Grasscops Club, un groupe qui faisait respecter en plaisantant les règles de la pelouse. Sa période préférée de l'année était le 1er avril. Elle a caché un réveil dans l'orgue d'une chapelle et l'a fait sonner pendant une assemblée silencieuse. Ces moments ce n'est pas seulement pour s'amuser. Ils montraient à quel point elle était intrépide. Même si elle n'était pas la meilleure élève, ses notes étaient surtout des C. Son audace l'aiderait plus tard à prendre de gros risques en cuisine et à la télévision. Après l'université, elle a essayé de mener une vie normale. En 1934, elle a déménagé à New York et a trouvé un emploi dans un magasin de meubles chics appelé W&J Sloan. Elle était rédactrice et gagnait 18 $ par semaine en rédigeant des publicités pour des catalogues. Mais Julia n'aimait pas suivre des règles strictes. Elle s'est disputée avec son patron au sujet du libellé d'une publicité et a refusé de le modifier. Cela a conduit à son licenciement en 1937 pour ce qu'ils ont appelé une insubordination flagrante. Ce fut un coup dur, d'autant plus qu'elle avait également travaillé dans leur succursale de Los Angeles. Elle n'avait que 25 ans et était maintenant sans emploi, mais avec le recul, elle a vu cela comme un cadeau. Ce travail ne lui avait jamais convenu et le fait d'être renvoyée l'a libérée pour explorer quelque chose de nouveau. Lorsqu'elle est retournée à Pasadena, fin 1937, elle a fait du bénévolat à la Croix-Rouge. Elle a aidé à organiser des rapports et a répondu à des catastrophes comme les inondations. En 1938, elle dirigeait une équipe de 100 personnes aidant plus de 1000 victimes d'inondations. Mais sa vie amoureuse était pleine de chagrin. Un homme, Harrison Chandler, était un héritier du LA Times. Il l'a rejetée devant d'autres personnes lors d'une fête en 1939, disant qu'elle était trop grande et trop bruyante. Un autre homme l'a demandée en mariage en 1940, puis a disparu, disant que son rire était trop sauvage. Elle a subi au moins 5 rejets sérieux pendant ces années en écrivant à ce sujet dans ses journaux. Cela l'a profondément blessée et elle a commencé à penser qu'elle ne trouverait peut-être jamais l'amour. Au même moment, son père était mourant et elle s'est occupée de lui jusqu'à son décès en 1941. Toute cette douleur l'a rendue plus forte et l'a poussée à prendre de grandes mesures pendant la Seconde Guerre mondiale. Julia avait toujours voulu être écrivain. Dans les années 1930, elle a écrit des nouvelles sur des riches et des fêtes scandaleuses à Pasadena. Une histoire de 1936 faisait 45 pages. Elle suivait une fille gâtée qui s'est retrouvée mêlée à des affaires d'alcool de contrebande. Une autre histoire en 1940 parlait d'une grande femme au cœur brisé, mais elle n'a jamais été publiée. Elle a envoyé ces histoires à des magazines comme The New Yorker et a reçu plus de 20 lettres de rejet. En 1938, elle a écrit dans une lettre que son écriture était amateur et manquait de concentration. À un moment donné, elle était tellement frustrée qu'elle a brûlé l'un de ses brouillons. Pourtant, toute cette pratique lui a appris à raconter une histoire.
Et ses compétences l'ont plus tard aidé à devenir une maîtresse dans l'écriture de livres de cuisine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Julia a voulu aider. En mars 1941, elle a postulé au Women's Army Corps, mais a été rejetée pour être trop grande. Elle mesurait 1,82 alors que la limite était de 1,33 newtons. Après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, elle a réessayé avec les Navy Waves, mais ils l'ont également refusé. Au lieu de cela, elle a travaillé plus dur avec la Croix-Rouge à Pasadena, en tapant des rapports pour le travail de renseignement. Puis, en 1942, tout a changé. Julia a rejoint l'Office of Strategic Services à Washington, D.C. À 30 ans, elle a commencé comme archiviste, gagnant 800 $ par an, mais a rapidement progressé. Elle a aidé à gérer des documents top secrets et a travaillé sur des projets étranges, comme un répulsif à requins pour protéger les torpilles dans l'océan. Ce mélange de science, de secrets et de dangers était loin de tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle a traité plus de 5000 dossiers par semaine et a appris à tout organiser dans les moindres détails, une compétence qu'elle a utilisée plus tard lors de la rédaction de recettes. En 1944, Julia a été envoyée à Ceylon, aujourd'hui connue sous le nom de Sri Lanka. Elle a travaillé avec des agents de l'OSS pendant une période de tension pendant la guerre. Chaque jour, elle aidait à décoder des messages et à protéger les plans alliés. En juillet, elle a contracté le paludisme et est tombée gravement malade. Elle a été à l'hôpital pendant 3 semaines. A eu des fièvres allant jusqu'à 40,5 degrés et a failli mourir. Mais quelque chose de bien s'est produit aussi. Elle a rencontré Paul Child, un homme gentil qui aimait la nourriture, l'art et les voyages. Ils ont commencé à tomber amoureux alors que la guerre faisait rage autour d'eux. Au début de 1945, Julia a été transférée à Kunming, en Chine. Là, elle a travaillé sous des raids aériens constants, aidant à arrêter les embuscades ennemies et à sauver des milliers de vies. Son équipe a découvert un réseau d'espions qui utilisait du thé empoisonné. Grâce à son système de classement, les espions ont été attrapés. Elle a travaillé avec des cartes, des codes sonnets secrets et à peine assez de nourriture. Il y a eu une épidémie de choléra qui a tué plusieurs personnes, mais elle est restée forte. Elle a même trouvé des moyens astucieux de stocker des informations secrètes en utilisant des boîtes en bambou. En 1953, longtemps après la guerre, Julia a fait l'objet d'une enquête du FBI. Il pensait qu'elle pourrait être communiste parce qu'elle était allée à des rassemblements libéraux et avait fait un don à un syndicat en 1944. Ils l'ont interrogée sous serment. C'était le summum de la guerre froide et de nombreux travailleurs de l'OSS faisaient également l'objet d'une enquête. Julia a répondu à leurs questions avec un calme confiant. Elle a un jour plaisanté en disant « Je ne suis pas communiste, juste une gourmande. » Aucune preuve n'a été trouvée, mais c'était une période effrayante qui a presque ruiné sa carrière. Pendant la guerre, elle avait également aidé à concevoir des kits d'espionnage d'urgence. Elle a créé des tubes de rouge à lèvres qui contenaient de minuscules caméras et des chaussures qui cachaient des radios. L'un de ces kits a même sauvé la vie d'un homme en Birmanie en 1955. Elle a trouvé des moyens d'utiliser des choses de tous les jours, comme de la poudre à pâte, comme encre invisible. Ces outils d'espionnage ont plus tard inspiré son amour pour les gadgets de cuisine astucieux. Elle trouvait toujours de nouvelles façons de faciliter les choses, que ce soit dans une zone de guerre ou dans la cuisine. En mars 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, Julia McWills était stationnée à Kandy Ceylon, maintenant appelée Sri Lanka. Elle travaillait pour l'OSS, gérant des messages secrets. C'est là qu'elle a rencontré Paul Child, un homme sérieux qui concevait des salles de guerre. Il avait 42 ans, elle 31. Et honnêtement, ils ne s'aimaient pas du tout. Paul a écrit à son frère jumeau que Julia avait une pensée désordonnée, une moustache floue et était beaucoup trop émotive. Julia n'était pas non plus impressionnée par lui. Elle le trouvait bizarre, avec ses cheveux clairs et son long nez. Mais quelque chose a changé.
Après un voyage en mai pour photographier des éléphants au temple rupestre de Damboula, leurs aventures partagées ont lentement transformé la version en quelque chose de plus chaleureux. Tout autour d'eux, 150 travailleurs de l'OSS ont poursuivi leur travail de guerre secret, alors que ces deux-là, contre toute attente, ont commencé à tomber amoureux l'un de l'autre. Au printemps 1945, Julia avait été transférée en Chine. Paul était déjà là, à 640 km de là, à Chongqing, travaillant sur des cartes. Quand il a déménagé à Kunming, ils se sont retrouvés. Il a commencé à lui écrire des poèmes romantiques, la comparant à des feuilles d'or et à la lumière du soleil d'automne. Julia, toujours un peu sur ses gardes, s'est ouverte dans ses lettres. Elle lui a dit à quel point il la faisait se sentir vivante. Leur conversation s'étirait souvent dans la nuit, généralement avec une bouteille de gin à proximité. Une fois, elle a lavé ses chemises et il l'a traitée de sacrée dame. Leurs lettres, plus de 200 pages, montrent une romance profonde, passionnée et parfois choquante. Julia n'était pas seulement la cuisinière calme de la télévision que les gens connaîtraient plus tard. Elle avait du feu en elle. Puis vint le 31 août 1946. Juste un jour avant leur mariage, leurs voitures ont dérapé sur une route mouillée en Pennsylvanie et ont fait 3 tonneaux. Julia a été gravement blessée, meurtrie, saignant et bandée. Mais le lendemain, elle a remonté l'allée, toujours souriante. Ils avaient emballé 8 bouteilles de whisky et de gin pour le voyage, un signe de la vie sauvage qu'ils construisaient déjà ensemble. Cet accident aurait pu tout gâcher. Mais au lieu de cela, il a montré à quel point ils pouvaient survivre, avant même que le mariage ne commence. Leur lune de miel ne s'est pas bien passée non plus. Julia a essayé de cuisiner quelque chose d'élaboré. Peut-être du poulet insuffisamment cuit, peut-être des cervelles de veau au vin. Quoi que ce soit, cela leur a donné, à tous les deux, une intoxication alimentaire. Ils ont passé leur premier jour de mariage à vomir et à avoir de la fièvre. Julia en a ri plus tard, qualifiant cela de l'une de ses nombreuses erreurs. À l'époque, elle ne savait pas bien cuisiner, mais Paul s'en fichait. Il lui a dit qu'il appréciait l'effort. Ce début difficile se transformerait un jour en sa plus grande force. En octobre 1948, Paul a été affecté à Paris. Julia l'a suivi. Le 3 novembre, elle est arrivée dans la ville qui allait changer sa vie. Mais tout n'était pas magique. Elle a écrit à ses amis au sujet des frustrations dans la chambre à coucher. Paul, qui avait 10 ans de plus, semblait plus intéressé par les livres que par la passion. Julia a plaisanté au sujet des 3 F, les nourrir, les flatter et quelque chose d'imprimable comme ses nouvelles règles pour le mariage. Mais lentement, la nourriture est devenue sa façon de redécouvrir la connexion. Un repas à Rouen, Saul Muner, l'a arrêté net. Elle n'avait jamais rien goûté de tel. C'était simple mais parfait. Ce repas a allumé le feu. Le 4 octobre 1949, elle est entrée au Cordon Bleu à Paris. Elle était la seule femme parmi 11 anciens combattants américains. Les instructeurs se sont moqués d'elle parce qu'elle était grande et maladroite. L'un d'eux lui a fait hacher des oignons jusqu'à ce que ses mains saignent. Mais Julia n'a pas voulu abandonner. Elle s'est entraînée à la maison comme une maniaque en utilisant ses escaliers en marbre pour aiguiser les couteaux. Elle a appris à désosser un canard en 2 minutes chrono. En 1950, elle s'est gravement coupé le pouce en montrant sa technique à Paul, mais elle a continué. Elle a passé son examen final en cuisinant un repas complet en 30 minutes et a réussi. En 1951, elle était passée de complète débutante à une personne admirée par ses pairs. En 1952, Julia a fait équipe avec Simone Beck et Louisette Berthold. Ensemble, elles ont commencé une petite école de cuisine dans son appartement parisien. Elle facturait 10 $ par leçon, ce qui équivaut à environ 110 $ aujourd'hui. Cela ne s'est pas fait en douceur. En 1953, une explosion de gaz a noirci les murs et brûlé les sourcils de Julia. Mais elle a juste ri, a appelé cela son baptême du feu et a donné le cours le lendemain.
Les étudiants se sont entraînés en cuisinant chacun 2,2 kg de poulet. Julia, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, s'est investie à fond dans l'enseignement. En 1944, elles avaient 20 étudiants et Julia utilisait du beurre du marché noir parce que les réserves légales ne suffisaient pas. Ce n'était plus un passe-temps, cela devenait quelque chose de plus grand. De plus, en 1952, elle a commencé à tester des recettes pour un livre de cuisine. Cela a pris le dessus sur sa vie. Elle a utilisé 130 kg de farine, 90 kg de beurre et 3000 œufs en 9 ans. En 1954, elle s'est effondrée d'épuisement, enfouie sous la pâte et le stress. Une fois, elle a fait bouillir 12 homards à la fois et a inondé la cuisine. Paul a dû éponger le désordre pendant qu'elle continuait. Elle a testé certaines recettes 20 fois, y compris la mayonnaise, qu'elle a ratée 50 fois. 50 fois avant de la réussir. Elle a pris 7 kilos. Paul a plaisanté sur un divorce induit par le beurre, mais Julia a refusé d'abandonner. Son objectif était la perfection, et elle n'allait pas couper les coins ronds. Tout au long des années 1950, les éditeurs n'ont cessé de dire non. Un éditeur lui a dit en 1957 que son livre était trop français pour les Américains. Un autre a dit qu'elle devrait remplacer les vrais ingrédients par des aliments en conserve. Julia les a tous ignorés. Elle a continué à réécrire 300 pages à un moment donné, rendant les choses plus faciles à comprendre sans les édulcorer. Elle a même testé son travail sur 50 femmes au foyer américaines pour prouver que cela fonctionnait. En 1958, elle s'est rendue à New York avec une fièvre de 39 degrés, a présenté le livre elle-même. Finalement, en 1959, Coop a dit oui. Lorsque le livre est sorti en 1961, il s'est vendu à 100 000 exemplaires la première année. En 1956, Paul avait été transféré à Marseille. Julia a continué à enseigner, à écrire et à faire la navette, en train sur près de 640 km. Elle a donné 15 cours par mois, utilisant souvent 10 truffes par session. En 1957, elle a essayé l'insémination artificielle, qui a coûté 500 $ et a échoué. En 1958, elle a fait une fausse couche. Ses lettres de cette époque sont pleines de douleur, mais aussi de force. Elle a écrit que la cuisine avait sauvé sa santé mentale. Même lorsqu'une tempête a détruit 200 pages de ses brouillons en 1959, elle a continué. Paul a tapé 500 pages pour l'aider. Ils étaient une équipe, même dans les moments les plus sombres. Le 16 octobre 1961, Mastering the Art of French Cooking a finalement été mis en vente. Il avait fallu 10 longues années. Les 5000 premiers exemplaires se sont vendus presque immédiatement. Un soir, lors d'une démonstration télévisée en 1961, Julia a laissé tomber une crêpe de pommes de terre sur le sol et l'a ramassée avec désinvolture en disant « N'oubliez pas, vous êtes seul une seule dans la cuisine ». Ce petit moment a fait tomber les gens amoureux d'elle. En 1962, le livre s'était vendu à plus de 100 000 exemplaires. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est à quel point cela avait été difficile. Julia avait dépensé 2000 $ de son propre argent juste pour maintenir le projet en vie. Dans les coulisses, les choses n'étaient pas toujours faciles. Julia avait travaillé sur le livre avec Simone Beck et Louisette Berthold depuis 1952. Mais en 1959, les esprits s'échauffaient. Berthold n'avait écrit que quelques recettes, mais voulait un crédit égal et 18 % de redevance. Julia, grâce à une négociation minutieuse, a ramené cela à 10 % et a évité un effondrement total. Elle avait effectué elle-même 80 % des tests, réécrivant 500 recettes, mais les retombées ont laissé des traces. Des années plus tard, Simone a accusé Julia de voler la vedette. Le format du livre était révolutionnaire. Paul, le mari de Julia, avait dessiné plus de 1000 illustrations à la main de 1958 à 1960. Un jour, le 15 mars 1960, un feu de graisse provenant de la graisse de canard a détruit 200 pages de manuscrits. Cela leur a coûté 500 $ et a tout retardé, mais ils ont recommencé. Paul a pris des photos de ses mains en action.
Le format, avec ses étapes détaillées et ses références croisées, a changé les livres de cuisine à jamais. En 1965, il avait influencé plus de 50 autres. Puis est venue la réaction. En 1962, le New York Times a salué le livre pour sa clarté. Les ventes ont grimpé en flèche, mais certains chefs français n'étaient pas contents. Henry Soule, un grand nom, l'a accusé d'américaniser la cuisine française. Il a appelé cela un sacrilège culinaire. Julia a répliqué dans un article de 1964, disant qu'elle ne faisait que rendre la bonne nourriture accessible à plus de gens. La dispute n'a fait que la rendre plus célèbre. Les ventes ont bondi de 20% après cela. En 1970, elle avait vendu 600 000 exemplaires. Et même si elle recevait du courrier haineux pour être une femme grande et bruyante dans un monde dominé par les hommes, elle a continué. La tournée télévisée de Julia en 1961 a choqué les téléspectateurs. Dans un épisode en direct, elle a découpé un poulet à la caméra, éclaboussant du sang partout. Un tiers des téléspectateurs se sont plaints, mais d'autres ont adoré. En 1963, elle avait vendu 50 000 livres de plus. Sa voix sève forte et sa grande taille effrayaient certaines personnes, mais sa chaleur les a conquis. À Chicago, des manifestants se sont même présentés, l'accusant de promouvoir la nourriture des riches alors que d'autres meurent de faim. Ça meurt de faim. Elle n'a pas bronché. Son émission, The French Chef, a débuté en 1963 et a duré 10 ans. En 1966, elle comptait 2 millions de téléspectateurs par semaine. En 1965, elle a remporté un Peabody Award. En 1966, elle a remporté un Emmy. En 1968, Julia Child a publié The French Chef Cookbook. Il était basé sur sa célèbre émission de télévision et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires cette année-là. Mais dans les coulisses, des problèmes se préparaient. Simone Beck, sa co-auteure sur les livres précédents, a affirmé que de nombreuses recettes étaient en fait les siennes. Elle a dit que Julia avait utilisé de vieux brouillons sur lesquels ils avaient travaillé ensemble et avait fait croire qu'ils étaient les siens uniquement. Simone se sentait effacée. Alors que Julia est devenue une star en Amérique, Simone est un homme, au resté dans l'homme le 10 ans et l'ombre. Julia a admis plus tard dans ses mémoires que Simone méritait plus de crédit. Elle pensait que la raison pour laquelle Simone avait été négligée était en partie parce qu'elle était française. Julia a montré de vieilles notes pour prouver qu'elle n'avait rien volé, mais le mal était fait. La dispute a presque mis fin à leur amitié, et les gens des médias ont empiré les choses en essayant de les monter l'une contre l'autre. Simone ne voulait pas la célébrité, elle voulait juste le respect. Le scandale a montré à quel point les choses pouvaient devenir laides dans le monde de la nourriture et de la célébrité, surtout pour les femmes. La même année, en février 1968, Julia a été confrontée à quelque chose d'encore plus personnel. Elle a trouvé une bosse dans son sein. Les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein. Elle avait 55 ans. Elle a subi une mastectomie radicale, enlevant son sein gauche et les ganglions lymphatiques. Elle n'en a pas parlé au début. Dans son journal, elle a simplement écrit « sein gauche enlevé », mais plus tard, elle s'est ouverte. Elle voulait que les autres femmes se sentent moins effrayées. Son mari Paul l'a aidée à traverser cette épreuve. Lorsqu'elle s'inquiétait pour son corps, il lui a dit qu'il l'avait épousée pour ses jambes, pas pour ses seins. Cette petite blague lui a apporté du réconfort. Elle a survécu au cancer du sein pendant encore 36 ans. Pendant ce temps, elle a également défendu les droits des femmes en matière de santé. Dans les années 1980, elle a aidé à recueillir des fonds pour Planned Parenthood, même si cela a conduit à des manifestants devant ces événements. Son honnêteté a inspiré d'autres personnes, dont Betty Ford, qui a également parlé de son propre cancer du sein en 1974. En 1949, Julia a publié The Way to Cook, un livre géant avec plus de 800 recettes. Il était également accompagné de vidéos.
Il s'est vendu à un demi-million d'exemplaires, mais elle a choqué de nombreux chefs en recommandant des légumes en conserve comme les carottes et les champignons. Elle a expliqué comment les rendre savoureux en les faisant sauter dans du beurre à la température idéale. Certaines personnes étaient en colère. Ils ont dit qu'elle ruinait la cuisine française, mais elle s'en fichait. Elle a dit que si vous traitez chaque ingrédient avec respect, même ceux en conserve, cela peut toujours être de la bonne nourriture. En 1990, elle a déclaré au New York Times que les gens devaient cesser de craindre le beurre. Elle a dit que toute cette peur du cholestérol pourrait détruire la vraie cuisine en Amérique. Elle ne suivait pas les régimes à la mode. Son idée de la santé était simple: manger un peu de tout et profiter de la vie. En 1995, Julia s'est sérieusement disputée avec PBS. Le gouvernement envisageait de réduire le financement de la télévision publique. Julia n'est pas restée silencieuse. Elle a écrit une lettre au patron de PBS et les a traités d'idiots pour ne pas avoir défendu leurs propres émissions. La lettre a été divulguée et a fait les gros titres. Elle avait déjà prononcé un discours à Aspen en 1990 sur la façon dont la peur de la nourriture devenait incontrôlable. Mais cette fois, sa colère était plus directe. Elle savait à quel point des émissions comme la sienne étaient importantes pour l'éducation, même si elle n'a pas été impliquée dans les batailles ultérieures sur l'argent de PBS au cours des années 2000. Sa lutte dans les années 90 est devenue une partie d'une histoire plus vaste sur la façon de protéger la télévision publique. Elle n'a pas seulement cuisiné, elle s'est battue pour ce en quoi elle croyait. Au début des années 2000, des lettres privées ont montré les vraies opinions de Julia sur les tendances alimentaires. Elle s'est moquée des aliments allégés. Dans une lettre, elle a dit « Le seul moment pour manger des aliments diététiques, c'est en attendant que le steak cuise. » Elle pensait que certains nutritionnistes étaient trop extrêmes. Elle a plaisanté en disant que leur régime ferait tomber les dents des gens. Elle préférait le beurre et la crème, mais elle a toujours dit que la modération était la clé. Son message était clair: mangez bien, mangez intelligemment et profitez-en. Ces lettres ont révélé sa vraie personnalité. Drôle, franche et n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pensait. La vie amoureuse de Julia avec son mari Paul était tout aussi surprenante. De 1946 à 1994, ils ont eu un mariage de 48 ans qui était ludique et passionné. Chaque Saint-Valentin, ils envoyaient des photos drôles, parfois osées, d'eux-mêmes à des amis proches. Une photo de 1956 montrait Julia dans un bain moussant, tenant un canard en caoutchouc pendant que Paul lui frottait le dos. Tous les deux nus. Ce n'étaient pas que des blagues, c'étaient des lettres d'amour. Certaines cartes contenaient des poèmes érotiques. L'une d'elles, datant de 1968, disait « Les bulles éclatent, mais notre amour bouillonne ». Leurs amis étaient choqués, mais les photos montraient à quel point ils étaient profondément connectés. Julia était grande, audacieuse et n'avait pas honte de son corps. Elle a embrassé l'amour et le plaisir dans son mariage, et il a duré jusqu'à ce que Paul décède en 1995. Julia a un jour donné des conseils conjugaux choquants qui ont marqué de nombreuses personnes. Elle a appelé cela les 3 F, les nourrir, les flatter, les baiser. Elle l'a chuchoté à la chef Sarah Moulton lors d'un événement à Boston dans les années 1970. Son image publique était polie et élégante, mais en privé, elle s'était ouverte et audacieuse. Dans une lettre de 1958, elle a dit à sa sœur Dorothy que ce conseil avait aidé à sauver son propre mariage, surtout lorsque Paul devait voyager. Il programmait même du temps pour l'intimité, appelant cela des festins de chambre à coucher. Dans le journal de Paul de 1961, il a décrit comment leur dîner parisien se terminait parfois par des plaisanteries coquines. Leurs lettres mentionnent plus de 200 moments romantiques, dont un pendant leur lune de miel en 1949 à Marseille, où elle a plaisanté en disant qu'ils aimaient les lapins. Ces histoires provenaient de l'époque de Julia à l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle a rencontré Paul à Salon en 1954. Elle a porté cet esprit audacieux dans chaque partie de sa vie. Un producteur a dit que ses conseils étaient scandaleusement libérateurs.
Julia a écrit plus tard, en 1992, que ce n'était pas vulgaire, c'était stimulant. Julia a également traversé des moments difficiles. Dans les années 1950, elle a essayé d'avoir des enfants, mais n'a pas pu. Elle a commencé des traitements de fertilité en 1952 au Massachusetts General Hospital. En 1964, les médecins lui ont dit que cela n'arriverait jamais. Dans une lettre à sa sœur, elle a écrit « Mon utérus est une cuisine stérile ». Cette douleur est restée avec elle. Au lieu d'abandonner, elle s'est lancée à fond dans la cuisine. En 1949, elle s'est inscrite à Lord Donlow. En 1956, elle a publié son célèbre livre de cuisine. En privé, elle a admis se sentir jalouse des amis qui avaient des bébés. En 1955, elle a pleuré lors d'une baby shower. Elle a subi 5 traitements infructueux entre 1961 et 1955, coûtant environ 200 $, ce qui équivaut à plus de 12 000 $ aujourd'hui. En un mois, elle a cuisiné 47 gâteaux juste pour faire face à ses émotions. L'adoption n'était pas possible parce qu'elle et Paul déménageaient trop souvent. Elle a un jour écrit que la nourriture était devenue ses enfants. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Sa cuisine a touché des millions de personnes. En mai 1981, Paul a subi une crise cardiaque à l'âge de 69 ans. Il a passé 6 semaines à l'hôpital et a subi un pontage. Julia avait 68 ans et filmait une nouvelle émission tout en prenant soin de lui. Elle préparait 20 repas par jour et restait à ses côtés. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles elle avait une liaison avec un jeune producteur. Dans une lettre à Simone Beck, elle a écrit qu'elle était tentée, mais que Paul était son ancrage. Paul avait déjà eu un accident vasculaire cérébral en 1974. Julia a payé 50 000 $ pour ses frais médicaux en utilisant l'argent de ses redevances de livres. Cette année-là, ses livres avaient rapporté plus d'1 million de $. Paul a perdu 25 kilos et Julia en a perdu 7 à cause du stress. Ils se sont parfois disputés, surtout à cause de ses voyages. Un tabloïd en 1983 a affirmé qu'elle avait un amant secret. Elle a riposté, qualifiant cela de sottise absolue. Elle a dit plus tard que ces années les avaient rendus encore plus proches. Même dans ces dernières années, leur amour n'a pas si faibli. Après que Paul a emménagé dans une maison de retraite en 1989, Julia lui a écrit plus de 150 lettres. Dans une lettre de 1991, elle a admis être attirée par des fans, mais a terminé en disant « Personne ne remue ma marmite comme toi ». Certaines lettres se souvenaient de leurs jeunes années, comme une nuit de 1948 à Paris avec du champagne et des draps en soie. Ils ont fait l'amour 52 fois cette année-là. Elle a animé une émission de télévision dans les années 1980 appelée Dinner at Julia's et a encore trouvé le temps d'écrire sur ses sentiments les plus profonds. Dans une lettre de 1993, elle a parlé d'avoir presque succombé à un autre admirateur, mais a choisi la loyauté à la place. Lorsque Paul est décédé le 1er mai 1940, cela a mis fin à une histoire d'amour qui avait duré près d'un demi-siècle. En 2001, Julia a déménagé à Montecito, en Californie. Elle avait 89 ans. Elle a fait don de son ancienne maison et de son bureau au Smith College. Le collège l'a vendu et a ensuite nommé un bâtiment du campus en son honneur en 2022. Sa célèbre cuisine, construite sur mesure pour sa grande taille, est allée au Smithsonian. Elle est toujours là aujourd'hui, pleine des outils qu'elle a utilisés pour enseigner à l'Amérique comment cuisiner. Dans une interview de 2004, elle a dit qu'elle croyait que son infertilité pouvait provenir du fait qu'elle avait travaillé avec des produits chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en aidant à fabriquer un répulsif à requins. Elle a abandonné sa maison bien-aimée en France, la Pitchoun, après la mort de Simone Beck en 1992. Mais elle a continué à vivre avec passion, visitant les marchés et profitant de la nourriture. Julia Child est décédée le 13 août 2004, juste 2 jours avant son 92e anniversaire. Ses reins avaient défailli. Son dernier repas était une soupe à l'oignon française, préparée par son assistante, Stéphanie Hirsch.
Elle est décédée dans son sommeil avec sa famille et son chaton, Minou, à proximité. C'était paisible. Dans ses mémoires, elle a un jour écrit que les plaisirs de la vie et de la nourriture sont infinis. Sa mort est survenue 10 ans après celle de Paul, clôturant un chapitre qui avait touché des millions de personnes. Elle avait transformé la cuisine française en quelque chose que tous les Américains pouvaient essayer, et son héritage était partout.